J'invite nos intervenants à venir s'asseoir autour de la table. Donc, pour information, toutes les conférences et toutes les tables rondes sont diffusées en direct sur la page internet du quotidien et pourront être revisionnées sur cette page internet. Voilà. Alors, nous allons parler d'une thématique importante aujourd'hui, très importante, qui concerne le vieillissement de la population réunionnaise. Alors, pour poser un peu le sujet, ce qui est important de rappeler, c'est que le vieillissement de la population pose un défi majeur à la société réunionnaise. En 2050, 26% des Réunionnais auront au moins 60 ans, ce qui représentera à ce moment-là 264 000 personnes. Un autre chiffre qui est parlant, c'est qu'on estime que 65 000 personnes, en 2050, seront en perte d'autonomie. C'est-à-dire que, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Elles auront besoin d'une aide active. Quelles vont être les réponses apportées par les institutions et par les acteurs de la santé et du soin et du médico-social, qui est un acteur très important à ce niveau-là, à cette problématique importante? Nous allons pouvoir l'explorer un peu plus au cours de cette table ronde, qui me semble centrale pour l'avenir de la société réunionnaise. Alors, je vais commencer peut-être par une question un peu générale pour poser le contexte. Est-ce que c'est celle de savoir quel est le tableau actuel de l'accompagnement du vieillissement sur notre île? Est-ce que, Monsieur Loisel de SOS Gramoun Isolé, est-ce que vous pourriez nous en donner une petite vision de votre point de vue? Comment on pourrait définir cet accompagnement à l'heure actuelle? L'accompagnement, il est ce qu'il est. L'accompagnement, il est ce qu'il est. Hein. On fait avec les moyens du bord, et bon, les bords sont pas mal en France quand même. On ne peut pas se plaindre qu'il n'y ait pas d'auxiliaire de vie, qu'il n'y ait pas d'assistante sociale, qu'il n'y ait pas un accompagnement à domicile très, très large. Je veux dire, on est quand même dans les pays d'Europe, voire du monde, les mieux accompagnés, je dirais, par l'État et par les... Donc voilà. Donc ne nous plaignons pas, parce qu'il y a bien pire ailleurs. Et bon, voilà. Maintenant, il y a un vieillissement qui va doubler en 20 ans du nombre de personnes âgées sur l'île. Et il y aura 25% de personnes âgées de la population en 2040 qui seront donc des personnes âgées, 25% de la population. Bon, l'état de santé y est plus dégradé sur la Réunion qu'en métropole, à hauteur de 15%, alors qu'en métropole, il est de 10%. Bon, 90% vivent à domicile. Ça, c'est tout à fait caractéristique de la Réunion, alors qu'il y en a 49%, moins de la moitié, qui sont en institution en métropole. Donc, ce qui veut dire que l'accompagnement à domicile va être de plus en plus important. Et ça a été d'ailleurs corroboré par une étude qui s'appelle Gramoun Care, qui a été commandée par l'ARS, voilà, qui montre que 46% de nos Gramoun entament une dépression. Et ça, c'est dans le rapport de Gramoun Care de 2018. Et il y a plus de 100 morts par chute la nuit à La Réunion. C'est quand même énorme. Des gens qui vont aux toilettes, qui vont prendre un verre d'eau. Bon, ça a l'air bête, mais par mon manque d'accompagnement le soir, la nuit. Bon, là, j'insiste sur la dépression et sur soir, la nuit. On aura l'occasion d'y revenir. Tout à fait. Alors, peut-être une autre vision de terrain. Vous, Monsieur Duval, vous êtes représentant des infirmiers. Enfin, vous êtes infirmier libéral et vous êtes, l'habitude. Vous êtes président de la CPTS Nord-Réunion. Est-ce que vous, vos confrères et consoeurs, quand vous allez sur place voir des personnes âgées, quel est votre ressenti? Comment vous vous situez par rapport à ça? Est-ce que vous avez, quelles sont vos impressions? Alors, je vais reprendre ce que vous disiez. Effectivement, on ne va pas se plaindre à La Réunion parce qu'il y a une couverture médicale, paramédicale qui est large et qui est importante et qui est compétente.
la problématique, pourquoi l'État, le gouvernement a créé les communautés professionnelles territoriales de santé, c'est pour répondre à 3 problématiques majeures. La première problématique, c'est les ruptures de parcours. Les personnes âgées, en l'occurrence, on le constate au quotidien, ont des ruptures de parcours. Ça veut dire que dans leur suivi, elles peuvent avoir des médecins, des pharmaciens, des kinés, des chirurgiens, dentistes. Elles ont un parcours complexe et régulièrement, ce n'est pas le problème des personnes âgées, c'est le problème des professionnels de santé qui ne sont pas capables de se coordonner correctement pour suivre les personnes âgées, pour la prendre correctement en charge et la suivre. La deuxième problématique, on le sait, la population est vieillissante, la population est précaire, et quand vous êtes précaire, vous avez un vieillissement plus compliqué. Et la problématique numéro 1, c'est le repérage de la fragilité. Vous avez une personne âgée qui va être autonome, et vous pouvez avoir un petit incident dans la vie qui va faire que le médecin, même s'il la voit, même si l'infirmier la voit, il va repérer un petit problème, mais si vous ne le signalez pas, très rapidement, ça va devenir un gros problème. Et ça, on doit travailler là-dessus, et les communautés professionnelles territoriales de santé sont faites pour permettre des coordinations plus professionnelles et plus efficaces autour d'un patient, et en l'occurrence de la personne âgée. Et puis la troisième problématique, elle est au quotidien, quoi. Je veux dire, c'est pas le tout d'être nombreux, c'est d'être plus efficace. Et les personnes âgées, précaires, en difficulté, isolées, parce que effectivement, il y a une offre, mais quand vous allez dans les écarts, il y a beaucoup moins d'offres. Il y a aussi à La Réunion des zones qui sont en désert médical. On parlera des cirques et on parlera aussi des écarts. Et pour avoir un accès aux soins, là, il y a de la discrimination. C'est-à-dire que vous n'êtes pas citoyen comme les autres. Et les personnes âgées qui sont dans les écarts ou dans les cirques n'ont pas cet accès auquel elles auraient le droit. Alors peut-être Madame Nativelle, justement, sur cette question d'accessibilité aux services et aux soins et de suivi des personnes âgées, est-ce que c'est facile à mettre en place? On sait que le département est un peu leader dans la notion d'accompagnement des personnes âgées. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, concernant l'accompagnement aux soins, le département n'est pas compétent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'organisation territoriale de santé qui va poser. Et effectivement, dans ce cadre-là, on peut avoir des déserts médicaux et des zones moins bien couvertes. Le département, il est compétent pour l'accompagnement à domicile et on est compétent dans l'autorisation des services d'aide et d'accompagnement à domicile. On a récemment fait une étude qui prouve qu'à La Réunion, on n'a pas de zone blanche sur les services d'aide et d'accompagnement à domicile. Donc, tout le territoire est couvert. Enfin, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, c'est quoi un service d'aide et d'accompagnement à domicile? Ce sont des sociétés qui sont des prestataires et qui vont intervenir auprès des personnes âgées dans le cadre de l'allocation personnalisée de l'autonomie ou de l'aide ménagère et qui vont venir aider les personnes âgées à accomplir les actes quotidiens pour pouvoir rester à la maison. Donc même le cirque de Mafat est couvert par les services d'aide à domicile parce que ces derniers ont développé une stratégie en fait d'emploi local. Pour autant, tout n'est pas rose, bien évidemment. On l'a dit, depuis des années à La Réunion, les gens sont à domicile. Et ils sont à domicile pour 2 raisons. Ils sont à domicile parce qu'effectivement, 8 personnes sur 10 déclarent vouloir rester à domicile. Mais ils sont à domicile aussi parce que quelquefois, il n'y a pas suffisamment de place en EHPAD. On a une offre d'EHPAD qui est quand même limitée par rapport à la métropole. 43 places pour 1000 habitants alors qu'on est à 130 places au niveau métropolitain. Donc c'est un réel défi à La Réunion parce que vous avez raison, le territoire et la population vieillit. Face à ce défi, le département tente, en tout cas on a une politique active de création de places. Donc sous cette mandature, 500 places d'EHPAD vont être créées. Madame Deloriapa, à côté de moi, sera une des gestionnaires d'un EHPAD qui ouvrira prochainement à Brapanon. Donc l'idée pour le département, c'est un défi en fait qui est de 2 ordres. 1, améliorer l'accompagnement à domicile. L'accompagnement à domicile, c'est évidemment les services à domicile, mais c'est également une démarche d'aller vers. On se rend compte qu'on a trop de seniors aujourd'hui qui ne sont pas au courant de leurs droits. D'accord, on a un problème d'accès aux droits conséquent, qui est quelquefois renforcé par une difficulté d'accès au numérique, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est un grand défi. Le deuxième, c'est la lutte contre l'isolement. Monsieur Loisel l'a dit tout à l'heure. On a des personnes qui sont isolées. Et le territoire réunionnais est riche. On est un des seuls. On a 183 clubs
de troisième âge. C'est une pépite. On a vraiment un territoire foisonnant. Mais l'idée, c'est quand même de faire en sorte que ces acteurs de proximité, vraiment d'hyper-proximité, soient des sentinelles, soient en capacité d'alerter, de remonter les informations quand les choses ne vont pas bien, et puis aussi d'être des acteurs finalement des vecteurs d'information. Donc ça, c'est le premier truc, c'est vraiment le domicile. Ensuite, on a tout ce qui est établissement, parce qu'à un moment donné, on a beau faire du domicile, il y a bien des situations pour lesquelles les aidants sont épuisés et on est arrivé au bout du bout de ce qui est possible. Là, il faut une institutionnalisation, généralement en EHPAD. Donc, il faut en fait créer des EHPAD. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 500 places d'EHPAD, mais pas seulement. On a un territoire qui, comme les territoires métropolitains, sont touchés par des situations de maladies neurodégénératives. Donc ça veut dire développer des accueils de jour en proximité pour que les aidants puissent souffler la journée et que les personnes âgées puissent rentrer chez elles le soir s'il le faut. Mais donc 24 accueils de jour vont être créés par le département. En parallèle, on a des offres de services qui n'existaient pas initialement sur le territoire qui vont être créées. Je pense aux résidences autonomie, où on a 175 places qui sont en passe d'être autorisées. Et on fait également de l'habitat inclusif. L'idée, finalement, comment se préparer à un vieillissement aussi important, on doit tirer de tous les côtés, malheureusement. On a encore du travail, mais c'est vrai qu'on a, sur en tout cas la création de places, quelque chose d'assez dynamique. Et puis surtout, on compte aussi sur le territoire réunionnais des acteurs qui sont mobilisés et plein d'initiatives. D'accord, on a récemment fait un appel à manifestation d'intérêt et on a plein d'initiatives qui remontent du territoire. La Fondation Père Favron, par exemple, a mis en place, parce que j'en parle parce qu'ils sont à côté, a mis en place un accueil de nuit. Parce qu'on parle toujours d'accueil de jour, mais quelque part, l'accueil de nuit, c'est aussi un besoin. L'Oriapa a mis en place en fait des plateformes de répit aussi au niveau du domicile et à l'extérieur. On a la chance d'avoir un terreau territorial en fait qui est riche. J'ai trop parlé déjà. Pas du tout. Mais non, c'était très intéressant. Mais la question qui se pose sur la question du vieillissement, c'est une question de perspective, c'est une question de projection. Et on sait que la société réunionnaise a énormément changé sur les questions d'accompagnement à domicile des personnes âgées, d'accompagnement familial, j'entends. Et le fait est que ce maintien à domicile, est-ce que il a été envisagé par les acteurs, et là je vais peut-être me tourner vers Monsieur Arbeau, qu'il évolue et que du coup il fallait créer plus de places en institution, en EHPAD ou dans peut-être d'autres formes novatrices que vient d'évoquer Madame Nativelle. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte dans vos projections ? Alors, nous, à la Fondation Père Favron, c'est vrai qu'on est dans une perspective d'évolution. On a mis le là sur l'innovation. Et donc, avec le concours du département et l'ARS, on les sollicite régulièrement sur des innovations, sur des évolutions, notamment sur le virage du domicile. Donc, il y a eu une époque où c'était le tout EHPAD. On a eu quelques retards sur les dispositifs. Et là, on se rend compte que la population, les besoins, les envies évoluent. Et il y a un changement de mentalité aussi. Et peut-être que dans 20 ans, 30 ans, le modèle de l'EHPAD ne sera plus du tout adapté. Je pense qu'on n'aura pas du tout tous envie d'être dans des chambres de 20 mètres carrés et manger tous ensemble dans une salle à manger. C'est des évolutions. On est sur un modèle qui est ancien, qu'on fait évoluer, qui est en transformation. Nous gérons actuellement 7 EHPAD sur la Fondation, 4 dans le Sud. Et notre vision quotidienne, c'est de faire évoluer ces établissements qui étaient jusqu'à aujourd'hui trop, on va dire, copier-coller du modèle médical hospitalier. Donc il y a cette évolution aussi, puisque l'EHPAD fait peur, on est dans une institution très médicalisée, et que peut-être justement si on arrive à changer les esprits, changer le regard qu'a la société sur ces établissements, on pourra, je pense, continuer ce modèle. Donc nous, sur les évolutions, on a pris parti pour également proposer des services menés par l'EHPAD, ordonnés, coordonnés, organisés par l'établissement vers le domicile. Donc ce n'est pas des acteurs du domicile qui vont dans les écarts ou dans certaines zones un petit peu plus difficiles. Là, l'idée, c'est que l'établissement propose des vrais services
des services d'EHPAD à des gens qui sont à leur domicile, dans un rayon de 4-5 km. Et peut-être que demain, tous les établissements, tous les EHPAD pourront proposer ce genre de service, de la lingerie, de l'accompagnement, de la téléassistance, de la surveillance, de la distribution des repas, tout ce que vous retrouvez aujourd'hui à l'EHPAD, mais proposé dans un rayon autour de l'établissement de 5 à 10 minutes avec des équipes mobiles qui sont depuis l'établissement et qui coordonnent vers le domicile. Ça permet de maintenir à domicile les gens qui le souhaitent. Ça permet aussi d'avoir une vraie file active, parce que demain, les personnes peuvent évoluer, peuvent avoir un problème de santé, et donc ensuite rentrer dans l'établissement. Donc ça permet d'avoir cette surveillance, d'avoir du public autour de l'établissement et de prendre en charge ces gens à leur domicile, tout en restant finalement virtuellement à l'EHPAD. Il y a d'autres formes de services. On est en train de proposer de l'accueil de nuit, parce que c'est vrai que la nuit, c'est très important. On met des équipes aussi, on renforce aussi, grâce aux moyens du département et à l'ARS, des dispositifs qui s'appellent des pôles d'activité et de soins adaptés la nuit, donc des PASA de nuit, justement pour accompagner les personnes qui ont des troubles nocturnes, notamment les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc voilà, beaucoup d'évolutions, beaucoup de changements. On est dans un virage. L'accompagnement du vieillissement à La Réunion, on y est. On accompagne ce changement. Il y a une transformation de l'offre. L'appel à manifestation d'intérêt, c'en était une. On y a répondu, avec plusieurs dispositifs. Ce service de plateforme de services et d'EHPAD hors les murs, l'accueil de nuit, le relayage à domicile, le camping-car pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, si certains l'ont déjà vu peut-être dans les médias. On accompagne sur une zone qui est un peu déficitaire en termes d'accompagnement et en termes de déplacement des gens qui sont atteints de maladie d'Alzheimer dans un camping-car. L'idée, c'est de soulager les aidants pendant une journée, voire deux. Et finalement, pour ces personnes qui sont atteintes de cette maladie, ils sont en liberté et on a un réel succès, une vraie transformation de ce public. Voilà. Madame Dessau, est-ce que vous sentez qu'il y a une évolution rapide sur cette question du vieillissement, tant au niveau du public, donc des personnes âgées, que des professionnels, que des pratiques ? Oui, effectivement, l'association RIAPA couvre l'ensemble du territoire, aussi bien en accompagnement des clubs de troisième âge, de toutes les personnes âgées qui en font la demande pour un accompagnement, pour une aide administrative, pour une aide d'accès au droit, l'accès au numérique. Donc, nous collectons les demandes qui viennent du terrain. Et à partir de ces demandes, nous faisons des diagnostics qui voit le jour sous forme d'un projet innovation, comme dit mon collègue de la Fondation. Nous avons de la chance d'avoir les financeurs qui sont à l'écoute des associations qui opèrent sur le terrain. Nous proposons également toutes les réponses, que ce soit à domicile, entre domicile et l'établissement, les solutions intermédiaires comme l'accueil de jour, le relayage à domicile, plateforme de répit. Dans nos EHPAD, il y aura forcément les pôles d'accueil pour les activités spécifiques, jour et nuit. Mais moi, je pense que le plus grand défi, c'est d'adapter l'offre à la population qui va se retrouver dépendante ou en perte d'autonomie d'ici 20 ans. Nous avons encore de la chance, on a quelques temps. Donc, il est très, très important que les pouvoirs publics, les associations, tous les acteurs qui opèrent autour de grand âge commencent à faire ces diagnostics aujourd'hui pour préparer l'offre qui va correspondre à cette population. Dans 20 ans, les personnes âgées, les seniors ne seront plus les seniors d'aujourd'hui. Donc il va falloir qu'on privilégie une souplesse, une extrême souplesse dans l'accompagnement et ne pas confiner les personnes dans une solution qu'ils trouvent. Vu le nombre de places en EHPAD aujourd'hui, dès lors que la famille trouve une place, ils prennent cette place et ils ne lâcheront plus, même si la personne âgée veut rentrer chez elle, avoir un autre type de vie. Les familles sont un petit peu condamnées à accepter ce qui tombe aujourd'hui. Et ça, dans 20 ans, il faut que ça change. Il faut que la personne arrive à passer d'un dispositif à l'autre en fonction de ses besoins, de son envie, de ce qu'elle souhaite, la famille, la personne âgée, tout l'entourage, les professionnels de santé. Il ne faut pas que la personne soit tributaire d'une solution imposée presque par la vie, par le destin. Et
pour moi, le défi à La Réunion, c'est ça. Avoir cette souplesse, partir sur une logique de parcours plutôt qu'une logique institutionnelle ou un dispositif pérenne. Donc pour cela, nous avons tous besoin de se mettre autour d'une table pour préparer cette souplesse et être suffisamment proactif. Donc voilà, donc les diagnostics sur le terrain, l'adaptation de la réponse, une collaboration entre les acteurs et les financeurs, les acteurs, et surtout une bonne communication auprès des personnes âgées. Monsieur Duval, vous vouliez réagir? Pardon, je ne suis pas d'accord avec vous. On n'a pas 20 ans. Il y a urgence. C'est aujourd'hui. Ça fait 20 ans qu'on en parle, voire 30 ans qu'on en parle, de cette coordination, cette fameuse coordination entre les acteurs. Moi, je connais tous la Perfavron, je connais le département, je connais l'Oriapa, mais je connais aussi votre institut. Mais on ne travaille pas ensemble. On ne travaille pas suffisamment ensemble. Les patients, croyez-moi, je suis infirmier libéral, je suis un professionnel de proximité. C'est au quotidien. Ça fait 20 ans qu'on s'arrache les cheveux pour dire comment on peut faire pour que ces patients-là, on arrive enfin avec toutes les offres qu'il y a, parce qu'il y a de l'offre. On va pas, effectivement, on va pas dire faire de mauvaise foi en disant qu'il n'y a pas. Mais est-ce qu'on est capable de travailler ensemble pour améliorer justement ces services? Si tout était parfait, il n'y aurait pas de gens qui seront isolés, il n'y aurait pas de gens qui mourraient tout seuls au fond de leur case, avec même pas avoir vu un médecin depuis 2 ans. Il n'y aurait pas tout ça. Il y a, pourtant, c'est le quotidien des gens. Et on ne va pas être pessimiste, mais dans très peu de temps, nous tous, nous serons des patients. Ou nous sommes peut-être déjà des patients. Et l'intérêt, en fait, d'aujourd'hui, c'est de changer le paradigme. Le paradigme, c'est de ne pas faire pour les patients, mais c'est de faire avec les patients, de les écouter. Alors ça, c'est nouveau, hein, parce que moi, je suis soignant. Vous savez, on a une culture, les soignants. Écouter un patient, ça, c'est en deuxième temps. On le soigne et on l'écoute éventuellement après. Maintenant, on change. On écoute les patients. Qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils veulent qu'on s'acharne? Est-ce qu'ils veulent qu'on les fasse hospitaliser s'ils sont en fin de vie? Non. La plupart du temps, ils veulent rester chez eux. Ils veulent avoir des professionnels de santé compétents et ils veulent avoir le choix et une offre qui leur convienne parce qu'elle aura été faite avec eux. Et notre problématique aujourd'hui, notre grand défi aujourd'hui, c'est d'être capable de leur apporter une réponse en fonction de leurs attentes. Et pas une réponse sur le papier, hein, en disant on va créer 10 places, 15 places. À la limite, ils s'en foutent. Ils veulent qu'une place pour eux, ou pour leurs parents, ou pour leurs grands-parents. Et ça, c'est un défi qui nous est posé aujourd'hui. Et là, je suis content qu'on soit à une table ronde tous ensemble. J'aimerais bien qu'on se retrouve tous ensemble aussi à une table ronde ou carrée, comme vous voulez. Le département s'occupe de la dépendance. Les professionnels de santé, les communautés professionnelles territoriales de santé, ils ont besoin de se coordonner avec le département, avec les établissements sociaux, médico-sociaux. Sinon, on n'y arrivera pas. Et ça, c'est notre défi. Aujourd'hui et demain matin, si vous le voulez. Alors, Monsieur Loisel, peut-être, sur ces remontées de terrain que vous avez à l'heure actuelle, sur ces patients, enfin sur ces personnes isolées et en grande dépendance, et peut-être sur une éventuelle inquiétude que vous auriez pour les années à venir d'une accélération de ce phénomène. Oui, je partage très largement la position de mon voisin. Et je pense qu'effectivement, il faut qu'on apprenne à travailler davantage ensemble avec les institutions, qu'on soit invités avec tous les acteurs de terrain à travailler et à se compléter, à se faire confiance mutuellement. Je pense que tout le monde a sa place. Et plus il y aura de choix, plus il y aura de possibilités, mieux ça vaudra. Alors, je voudrais dire 2 mots sur un système qu'on a lancé il y a 5-6 ans, qui s'appelle la cohabitation solidaire. Au vu qu'il y a de plus en plus de personnes âgées qui veulent rester chez elles, au vu qu'il y a, la plupart sont propriétaires ou locataires, ont souvent de la place chez elles puisque les enfants sont partis, et vu de ce constat, on s'est dit, et pourquoi pas leur mettre quelqu'un chez eux ou chez elles. C'est-à-dire que toute personne âgée qui dispose d'une chambre libre, hors la sienne bien évidemment, peut l'offrir à un ou une accompagnante. Vous comprendrez qu'on met les dames avec les dames, les hommes avec les messieurs. Et en retour, la personne accompagnante va offrir, et on le fait depuis 5-6 ans et ça se passe bien. On a eu l'Ordre du Mérite sur ce sujet
par le département en 2018 sur la cohabitation solidaire. Donc, ils ont fait leur petite enquête, ils ont pu voir qu'apparemment, ça se passait plutôt bien. Et si on continue bénévolement, vous comprenez que je ne m'amuserai pas à mon âge à continuer gratuitement un service qui ne marcherait pas. Donc, il y a une offre. Il y a de plus en plus de personnes âgées qui ont besoin de quelqu'un chez elles, qui ont une chambre à offrir et qui ont envie, en retour, d'avoir un petit peu de compagnie, d'où le chiffre que je donnais de 46% d'entrée en dépression. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est l'étude commandée par l'ARS, Gramoun Care. Les chutes la nuit, une catastrophe. Bon, on me dirait, on n'est pas meilleur ni pire que le reste. Il y a 1200 chutes en France. Vous divisez par 100 départements, ça fait 100 à 120 chutes mortelles la nuit à La Réunion, ce qui est quand même un taux qui a été donné aussi dans l'étude Gramoun Care. Je ne l'ai pas inventé. Donc, si vous voulez, c'est grave de laisser un Gramoun seul chez lui ou chez elle. Donc, on a lancé ce système il y a 4-5 ans. Ça fonctionne plutôt bien. On a mis un protocole très sérieux en face. C'est-à-dire que la personne âgée ou son référent, son fils, sa fille, nous appelle, nous dit, bon ben voilà, j'aimerais bien avoir quelqu'un, je suis sur telle commune, j'ai une chambre libre, le Gramoun est prêt à avoir cette compagnie, parce qu'il faut aussi que dans sa tête, il y a cette petite préparation mentale, d'avoir quelqu'un chez lui ou chez elle, mais au-delà, c'est quand même de la compagnie en soirée, quand on voit le taux de dépression, c'est important, c'est de la sécurité pour la nuit, et ça, avant qu'on soit financé par l'État ou les institutions, je crois qu'on peut se lever un petit peu de bonheur. Nous, on est en train de faire une démarche auprès du gouvernement. On a eu quelques réponses déjà. Nos députés, il y en a déjà 2 ou 3 qui commencent à nous interpeller, qui vont en parler à leur groupe parlementaire. L'idée étant que les accompagnants puissent avoir une petite indemnité de garde de nuit. Ça serait vraiment un plus. Alors, pas un SMIC, puisqu'il ne s'agit pas d'un travail, mais d'un simple accompagnement, d'une présence. Donc 600 à 800 euros, ça serait notre demande. Maintenant, c'est l'État qui décidera et qui choisira et qui proposera. Mais l'idée, ce serait que les accompagnants ne restent pas. Et là, ça ouvrirait le champ à tout un tas d'hommes et de dames qui n'ont pas forcément les moyens de se loger, qui n'ont pas de caution solidaire et qui seraient ravis d'avoir une chambre gratuitement voilà, pour se loger. Donc voilà, c'est le système. Alors bon, je ne vais pas développer le protocole, mais en gros, il est sérieux. Coup de fil avec moi, je suis psychologue. Deuxième coup de fil avec le référent. Rencontre chez la personne âgée pour voir l'itinéraire, la chambre et compagnie. Ensuite, 10 jours d'essai de l'accompagnant chez la personne âgée pour voir si ça colle et recadrer ce qui n'irait pas. Un extrait de casier judiciaire numéro 3 demandé à l'accompagnant. Parce qu'on ne prend pas n'importe qui pour des personnes vulnérables, et un contrat de cohabitation solidaire vu par un juriste qui a été établi et qui est co-signé par les 2 parties. Pas le droit aux visites et 4 mois minimum chez la personne, sachant qu'évidemment ça s'inscrit dans le temps, mais on veut éviter les vacanciers ou les opportunistes. Voilà. Donc avec ce cadrage-là, je peux vous dire que les échecs, c'est souvent le caractère du Gramoun. C'est rarement les problèmes avec l'accompagnant. Vous voyez, je croyais que ça serait le contraire, mais le caractère qui est trop autoritaire, des fois un peu raciste, des fois méchant, ça peut arriver. Pourtant, on est une association de personnes âgées très bienveillantes avec elles, mais Gramoun, c'est pas toujours facile à gérer. Donc, et les enfants le savent bien. Voilà. Merci, monsieur. Je ne voudrais pas compléter, dire trop. Je voudrais donner maintenant la parole à Madame Nativelle sur cette notion de coordination à améliorer et peut-être un petit commentaire sur les solutions innovantes et l'urgence aussi. Enfin, moi, j'entends quand même cette notion d'urgence à agir dont vous êtes sans doute tous conscients. Alors, l'urgence à agir, évidemment. Moi, alors la coordination, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on en parle. C'est quelque chose de très compliqué à mettre en place et c'est souvent persona dépendant. Donc c'est vraiment quelque chose... et du coup, non. Mais malheureusement, moi je vous rejoins complètement, la coordination c'est un vrai sujet. Le sujet aussi, c'est de savoir, bien évidemment, le département est chef de file, mais on est nombreux autour de cette table. Et moi je pense qu'il y a la coordination des professionnels, mais de ce que monsieur a dit tout à l'heure, il y a ce qui m'interpelle le plus et ce qui m'intéresse vraiment, c'est la participation des acteurs et des usagers.
En fait, souvent, on parle beaucoup. Aujourd'hui, il y a un nouveau terme en fait qui s'appelle l'autodétermination. En fait, depuis tout à l'heure, on dit souvent, on ne parle pas du choix de la personne. En fait, on dit souvent ses enfants, ses aidants ont besoin d'aide. La personne, en fait, à un moment donné, elle est un peu gommée, elle est un peu effacée dans ses besoins. Alors, Monsieur Loisel en a parlé de la personne. Oui, quand même. mais Il a dit que c'était plutôt eux qui choisissaient, Oui, dans non, le non. cas de cette solution qui est assez innovante, certes. Mais je ne parle pas de la solution de monsieur particulièrement, je parle en fait de la détermination des politiques publiques. Et c'est vrai que ces derniers temps, nous, on est en train aujourd'hui, au niveau du département, de renouveler notre schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale. On a également un AMO grand âge et à chaque fois, on a ce qu'on appelle des comités usagers. Parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir des personnes qui soient associées aux solutions qui les concernent elles-mêmes. Moi, bien souvent, en fait, j'ai en face de moi des personnes qui me disent maman, papa a ça. En fait, souvent, les personnes autour veulent retarder l'inéluctable. On est inquiet pour la personne âgée qu'on accompagne, qu'on aime, son proche, c'est normal. Et du coup, on a la tentation de mettre en place pour lui, à sa place, des solutions finalement pour lesquelles on ne l'interroge peut-être pas suffisamment. Et je pense que ce qu'il y a à retenir, c'est vraiment la participation de l'usager dans sa propre, dans son histoire à elle finalement, et même quand la mémoire s'en va, quand la mobilité n'est plus forcément là. Et je pense que ça, c'est vraiment capital. C'est des solutions adaptées à chacun. Il y a une solution à La Réunion qu'on oublie aussi beaucoup, c'est celle de l'accueil familial. En fait, il faut savoir qu'en accueil familial, on a un nombre de places très important à La Réunion et ça fonctionne. Et je pense que c'est un peu complémentaire à ce que vous proposez. Chez nous, en fait, la personne âgée va dans une famille. Chez vous, c'est une personne qui va chez la personne âgée. Mais on se rend bien compte que la question du domicile, elle est importante. Monsieur disait tout à l'heure, des vies en institution, ça peut être des fois un peu compliqué. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas opposer les choses. Je pense qu'on a besoin de tout le maillage et que tout est complémentaire. Et évidemment, la coordination, c'est un sujet éminemment important. Pour autant, je sais, moi aujourd'hui, on a essayé beaucoup de choses. On a une réforme en cours là qui devrait normalement coupler des infirmiers libéraux aux services à domicile. Donc peut-être en fait qu'on gagnera aujourd'hui un petit peu en coordination, mais ça reste un vrai sujet. Monsieur... Je vais rebondir. C'est vrai que là, on a reçu récemment, on a vu passer récemment donc des sollicitations de l'Agence régionale de santé pour mettre en place donc des CRT, des centres de ressources territoriales. Le mot fait un peu peur, il a l'air très comme ça, un peu effrayant. C'est vrai que l'idée, c'est le point de départ de monsieur, c'est que tous les acteurs se réunissent et arrive à créer un vrai maillage, une vraie organisation pour accompagner la personne à son domicile. De mettre l'EHPAD au cœur de ce dispositif, c'est, je trouve, intéressant, parce qu'en fait, c'est l'EHPAD qui va expliquer comment il faut rester chez soi et pas venir chez nous. Donc on fait à l'envers, et c'est de la déconstruction, et ça peut être très intéressant finalement. Et c'est un virage, c'est une sollicitation, c'est une expérimentation qui me semble très intéressante. Nous, on est en train donc de l'appliquer avec l'appel à manifestation d'intérêt et la transformation de l'offre, justement sur ces dispositifs de plateforme de services. On travaille, on a par exemple un EHPAD qui est l'EHPAD de Ravine Blanche. On est à côté de logements sociaux et des logements PA, des personnes type résidence autonomie. Pour eux, c'était inimaginable de rentrer dans l'établissement. Je n'irai jamais là-bas. Ma vie, c'est ici, c'est mon appartement. Quand on a commencé à créer ce maillage avec ces services qui allaient vers eux et qui étaient coordonnés par l'EHPAD, ils passent toute la journée à l'EHPAD maintenant. Donc parce qu'ils viennent manger, ils viennent bénéficier des plateaux de rééducation, on s'occupe d'eux, on fait de l'animation, il y a de la vie sociale, ils dansent, ils chantent, ils retrouvent des amis. Finalement, on a créé de la cohésion et un lien. Et donc, c'est vrai que le bastion EHPAD, de franchir le seuil, ça faisait peur, ça fait peur. Et que là, justement, on leur a expliqué à ces gens, voilà, vous allez être pris en charge par une équipe qui vient de l'EHPAD, mais vous restez chez vous. C'est gagnant-gagnant. Ça fonctionne du feu de Dieu. Alors, je vais donner très rapidement la parole au public, parce que je pense qu'il y aura sans doute des questions, mais je voudrais poser une toute dernière question avant ça, qui concernerait, et j'aimerais peut-être avoir la réaction de monsieur Duval et de madame Dessau également.
en plus de la vôtre, Monsieur Herbock, gardez le micro, mais c'est la question de l'attractivité de tes métiers, la question des moyens humains en fait, parce que pour beaucoup des solutions qu'on a évoquées, il va falloir du monde, y compris pour le maintien à domicile. Et on sait qu'il y a une vraie crise d'attractivité, notamment dans le secteur médico-social. Comment vous voyez ça dans les années à venir? Est-ce que ça va être compliqué? Est-ce que ça va être compliqué à gérer? Voilà. Comment vous anticipez cette situation? Alors, la crise, c'est vrai que elle est en sommeil. Je pense qu'il va y avoir une deuxième vague. La population, c'est la jeunesse d'aujourd'hui qui, elle aussi, est en changement, en transformation. On ubérise, on McDonaldise, comme on dit. Tout ça, c'est en train de changer. Et donc, les mentalités changent aussi. C'est vrai que pour ces jeunes, accompagner des personnes âgées aujourd'hui, je ne sais pas comment ils envisagent les choses. Bon, aujourd'hui, on est quand même, on est sur un public qui est aussi en évolution. Il faut donner du sens. Il faut que le professionnel, quand il vient travailler avec nous, il se sente bien. Donc c'est l'accompagner sur des dispositifs innovants, c'est lui donner envie, c'est travailler sur la qualité de vie au travail, c'est l'accompagner sur de la formation, c'est voilà, beaucoup de choses, beaucoup de relations. Et puis, enfin, je pense aussi, c'est leur donner envie. Alors donner envie, c'est justement casser un petit peu les codes, sortir des sentiers battus, faire des choses nouvelles, s'éloigner de ce format, comme je l'ai déjà dit, hein, malheureusement, être trop médicalisé, qui peut aussi faire peur. Une personne âgée, c'est pas une personne malade. Il y a des personnes malades, mais une personne âgée, c'est pas une personne malade. Et jusqu'à aujourd'hui, on les a bunkérisés, enfermés dans un dispositif médicalisé. Et donc, peut-être que la jeunesse, les jeunes, ils n'ont pas envie aussi de ce modèle-là. Voilà. C'était ma vision. La vision du libéral de la ville, on n'est pas en déficit effectivement de professionnels de santé. Et la question est de savoir pourquoi, justement, alors il y a autant de professionnels de santé qui arrivent et qui repartent. Il y a l'épuisement. L'épuisement, il est parce que vous êtes au plus proche des patients, vous voyez les conditions, vous essayez d'alerter, vous essayez de vous réunir pour pouvoir trouver des solutions. Et des fois, vous n'en trouvez pas, malheureusement. Et en plus, vous rajoutez ça à la fin de vie, hein, parce que quand vous êtes de proximité, ou dans les établissements, ou dans les associations, vous êtes au plus près. Les derniers qui tiennent la main, c'est vous. Et donc, ça contribue à l'épuisement. Et l'épuisement, il vient aussi du fait qu'on ne nous écoute pas. Alors je dis, on n'écoute pas suffisamment les patients, mais est-ce qu'on écoute aussi suffisamment les gens du terrain? Est-ce qu'on les entend? Est-ce qu'on a envie de les entendre? Ça, c'est une question qu'on peut se poser en tant que citoyen. Et ça, au-delà des annonces, hein, les gens, ce qu'ils veulent, c'est du concret. Et c'est vrai que l'épuisement, il est là. Il ne faut pas le négliger. Vous savez, un soignant malade ne va pas être un soignant efficace. Soignant qui est épuisé ne va pas être un bon soignant. Un soignant, il a besoin de se sentir entendu et il a besoin de se sentir soutenu et compris par rapport à ce qu'il demande et ce qu'il propose pour les personnes âgées ou les patients. Et effectivement, là, on fourmille d'idées, d'initiatives, mais il ne faut pas que les soignants s'épuisent. Il ne faut pas non plus que les associations s'épuisent. Et il y a besoin, pour s'épuiser, il faut s'économiser, il faut se ménager et il faut s'entraider, il faut être solidaire et il faut avoir la volonté de travailler ensemble pour éviter cet épuisement. Mais l'attractivité, elle vient de ça. Quand vous avez un territoire dynamique, avec des initiatives, avec des parcours, avec des éléments qui sont probants et qui sont concrets, vous avez envie de rester et de continuer. Merci. Madame Dessau. Oui, nous constatons aujourd'hui que le métier d'aide à la personne commence à intéresser les jeunes. C'est vrai que c'est l'avenir, avec le nombre de personnes vieillissantes sur le territoire qui auront besoin de l'aide. Les jeunes s'intéressent au métier d'aide-soignant, d'auxiliaire de vie, assistante de vie, handicap et dépendance. Ce qui les intéresse le plus, c'est ce côté humain. Effectivement, les établissements qui sont trop médicalisés, qui ont le management centré sur la médicalisation, ne vont pas garder les bons éléments. Les bons éléments vont aller chercher là où il y a du sens, là où il y a les valeurs, là où il y a l'échange, le partage, l'analyse des pratiques entre les professionnels. Donc, je ne veux pas rajouter quelque chose à ce qu'a dit mon collègue, mais je veux juste dire que la qualité de management dans nos structures, c'est super important. Il n'y a pas que la nouvelle armée des aides à domicile, des aides soignantes qui arrivent, mais il faut aussi qu'il y ait une nouvelle
génération des managers de ces structures qui émergent. Et je pense que c'est le cas. Notamment, je constate ici à La Réunion, sur le territoire, nous avons des échanges très constructifs entre nous et nous sommes tous sur cette qualité de vie au travail, le management humain, la mise au cœur de dispositifs des personnes âgées, mais aussi des salariés qui vont s'en occuper. Juste un petit... vous avez dit, vous n'êtes pas d'accord avec moi, j'accepte parfaitement, mais ce n'est pas de la coordination que j'ai parlé, que nous avons 20 ans. C'est pour ouvrir un dispositif et le pérenniser, malheureusement, avec la rigidité de certaines procédures. Il faut plusieurs années pour pouvoir émerger un service. Je parle de l'institutionnalisation, je ne parle pas de domicile. Il faut du temps pour ouvrir, pour expérimenter, pour construire, faire et défaire certaines dispositions. Et quand j'ai parlé de 20 ans, on constate aujourd'hui à l'Oriapa qu'il y a vraiment les seniors d'aujourd'hui et les seniors de demain. Et c'est deux mentalités complètement différentes. On a de la chance de pouvoir encore se préparer à ce qu'ils vont souhaiter, à ce qu'ils vont inspirer d'ici quelques années. Je vais rebondir 2 secondes, juste une petite anecdote. Oui, il y a un changement de public. On a de plus en plus de demandes pour faire des soirées disco. Alors qu'avant, on était dans les bals musettes. Maintenant, on fait des soirées disco dans les EHPAD. Donc voilà, il y a vraiment un changement de société, un changement, une évolution. Et c'est aussi à nous, établissements, de se transformer et de ne pas dire non, on va pas faire, on continue le thé dansant à 3 heures, il n'y aura pas de soirée disco. Voilà, donc il y a ce changement et nous on l'accompagne et on aime ça. Monsieur Duval. Et je pense qu'il faut aussi sortir de logique, une place égale un résident en EHPAD. Les résidents doivent pouvoir venir quand ils ont besoin. Ne pas être enfermés dans un dispositif permanent. Mais de manière organisationnelle, ça me semble un peu compliqué à mettre en place. Enfin, c'est pas du tout le cas à l'heure actuelle. À nous de se préparer. Nous sommes les professionnels, nous savons faire. Ça reste marginal. Enfin, parce que Madame Nativelle me dit si, mais non, ça reste marginal. Ça s'appelle l'EHPAD hors les murs. Mais il y en a peu de places, Madame Nativelle, par rapport au reste. On compte pas en place à l'EHPAD hors les murs. En fait, aujourd'hui... Il y a peu de personnes. Mais pourquoi ? Parce que c'est une offre qui date d'une année ou deux, même pas. C'est pour ça que je dis que ça reste marginal. Non, c'est une offre émergente. On ne peut pas dire que ça reste marginal. Non, mais c'est vraiment important. Parce qu'en fait, dire ça reste marginal, ça veut dire en fait c'est tout petit et ça ne va pas grandir. Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit, ça veut dire par là. C'est pas marginal. Ça reste minoritaire. Ça reste minoritaire aujourd'hui, mais en fait, entre il y a 2 ans et aujourd'hui, ça a déjà beaucoup évolué. Est-ce que c'est parce que Madame Dessau dit le changement organisationnel, il se décrète pas, il se construit. Il se construit et ça demande beaucoup de temps et ça demande en fait de la souplesse à tous, institutions, institutions politiques, je veux dire départements, ARS, mais également les familles. Et puis les EHPAD, c'est marginal par rapport au nombre, peut-être, mais c'est une offre émergente. Voilà. Monsieur Duval. Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas être satisfait. Il y a énormément d'espoir et de perspectives, mais encore une fois, au quotidien, les patients, c'est tout de suite qu'ils veulent la solution et c'est tout de suite que demain je retravaille, demain mes patients ils vont m'attendre avec du concret. Je peux pas leur dire. C'est pas pour polémiquer. Moi non plus. On est là justement pour dire combien de temps on attend sur une liste d'attente en EHPAD? Assez longtemps. Non, c'est combien assez longtemps, monsieur? Je sais pas, c'est à vous de me répondre. Je sais pas. Combien ça coûte un EHPAD? Je sais pas. En fait, sur ces questions-là, on a énormément de préjugés, d'idées reçues, et en fait, les gens ne savent pas. Si je vous dis aujourd'hui 70% de taux d'occupation en famille d'accueil, j'ai du mal à entendre, on ne trouve pas de place. Par contre, ce que je sais, c'est que les gens pensent qu'il n'y a pas de place. Oui, ils ne souhaitent pas aller en famille d'accueil. L'ARS dit elle-même qu'il y a un déficit de place en EHPAD sur le territoire. Alors peut-être que ce que dit l'ARS c'est faux, je ne sais pas. Non, je vous l'ai dit moi-même au départ. Je peux rebondir. Au départ, je vous l'ai dit moi-même. Je vous ai dit 42%. Enfin 42 pour 1000 même. Non, ce que je vous dis en fait, c'est qu'il faut faire très attention aux messages qui sont relayés. Parce qu'en fait, tout va bien. Parce qu'en fait, on dit souvent, on fait croire aux gens que les EHPAD c'est très cher.
Moi, j'entends souvent, ma maman n'aura jamais les moyens d'aller à l'EHPAD. Or, on oublie qu'il y a un système d'aide sociale à côté de ça qui est important. Et en fait, on dit aussi, un EHPAD, il n'y aura pas de place, jamais. Alors qu'en fait, effectivement, c'est 6 mois sur liste d'attente. Mais quand j'entends les gens parler, on peut penser que c'est 3 ans quasiment. Je pense qu'il faut aussi faire attention au message qu'on passe. Juste aussi, pour rebondir, il y a un phénomène nouveau qui est en train de se passer en métropole. Je ne sais pas si vous l'avez constaté ou entendu parler. C'est le contraire. C'est des EHPAD qui sont en train de fermer. Alors, pour plein de raisons. Ça coûte trop cher, c'est plus le modèle. Orpea est passé par là. Et donc, il y a un phénomène. Alors ici, il y a un retard d'équipement. Donc, on n'est pas dans cet appel d'air. Mais on se rend compte que des établissements sont en train de fermer en métropole, des étages d'abord, des lits, des étages et maintenant des établissements. Ça veut bien dire qu'il y a un changement. Il y a une évolution. Donc là, on a un taux de rattrapage qui est important parce qu'il faut quand même institutionnaliser. Il faut des places, il y a de la fin de vie, il y a des personnes Alzheimer qui ne peuvent pas rester chez elles, c'est impossible. Par contre, on voit bien qu'il y a un déclin des établissements. Alors, je suis désolé de vous... Je vais donner la parole au public. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, s'il vous plaît ? Où peut-on se procurer la liste des établissements qui reçoivent les personnes âgées valides? Oui. Les personnes âgées, nous, les associations qui proposent des solutions en institution, pour nous, la personne âgée, c'est à partir de 60 ans. On ne va pas les qualifier valides en perte d'autonomie. Vous pouvez trouver ces listes, hein, par exemple, sur l'annuaire social et sanitaire de La Réunion. Et ensuite, vous pouvez aussi vous adresser aux associations qui ont plusieurs solutions, comme la Fondation, comme le RIAPA ou d'autres associations. On va vous guider. Moi, j'ai voulu juste répondre par rapport au délai d'attente pour entrer en EHPAD. Une place en EHPAD n'en vaut pas une autre. Parce que les personnes viennent chercher une solution à leurs problématiques et toutes les places ne peuvent pas répondre aux problématiques. Comme dit mon collègue, les personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer, qui ont des problèmes d'orientation, les problèmes de troubles de comportement, ces places-là sont les plus demandées, mais curieusement, dans nos structures, c'est le nombre de places le plus petit. Par exemple, à l'EHPAD Astéria, que nous gérons à Saint-Denis, nous n'avons que 12 places réservées à ces malades-là sur 73. Et quand je parle de transformation de l'offre, il faut que les établissements arrivent à adapter leur prise en charge à la demande qui vient. Et ça, c'est très compliqué parce que la configuration des locaux, ce n'est pas la même chose pour les personnes qui sont autonomes, comme vous avez posé la question, ou les personnes en perte d'autonomie, et les personnes qui cherchent une place plutôt pour sécuriser la déambulation, sécuriser les troubles de comportement, avoir de la compagnie la nuit plutôt que la journée parce qu'il y a une inversion de rythme de sommeil. Ces structures-là ne peuvent pas, comme ça, du jour au lendemain, proposer une solution. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, monsieur. Sinon, il y a le site pour les personnes âgées.gouv. Sur le site internet gouvernemental, on a en fait la liste de tous les EHPAD. Et normalement, vous avez également leurs tarifs et les prestations qui sont inclus dans ce tarif. Pour les personnes âgées.gouv. Vous pouvez aussi en parler à votre professionnel de santé, le médecin, l'infirmier, le pharmacien, qui aussi, dans leur organisation territoriale, comme ici sur le territoire nord, Saint-Denis, Sainte-Marie, justement, ont vocation à vous aider, à vous orienter, à vous faire des propositions. L'intérêt, en fait, c'est pourquoi aussi il y a peu de gens qui vont dans les EHPAD, effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, parce qu'ils veulent peut-être davantage d'autres choix, d'autres solutions que d'aller dans les EHPAD. Et effectivement, on est peut-être au tournant d'une nouvelle demande, d'une nouvelle attente de la part de la population. Et moi, effectivement, non plus, je me vois pas aller dans un EHPAD. J'ai envie qu'on me demande ce que j'ai envie de faire et qu'on me fasse des propositions adaptées à mes attentes. Mais je voulais simplement rajouter, on dit tout à l'heure, effectivement, pas de médecin, enfin, le moins de médecins possible. Attention, vos professionnels de santé, ils sont ravis quand vous allez bien. Je veux dire, l'intérêt, quand on se retrouve, qu'on fait des réunions de coordination,
c'est de voir que tout va bien. Pourquoi tout va bien? Parce qu'on a écouté, on a repéré les fragilités, et le repérage de la fragilité, quand les professionnels de santé ils travaillent ensemble, on ne va pas éviter la fin de vie, on ne va pas éviter la mort, on va la retarder le plus possible et dans les meilleures conditions. C'est l'intérêt. Nous, on se bat pas pour empêcher de mourir, on sait bien, mais on se bat pour qu'on soit indépendant, en bonne santé, le mieux possible et le plus longtemps possible. Et moins de médecins, certes, mais le médecin, il est là pour vous accompagner, il est là pour nous accompagner dans le quotidien, il est là pour nous permettre de vieillir avec les autres professionnels de santé pour vieillir le mieux possible. Et aller le moins souvent possible dans les structures, ou si c'est un choix, que ça soit selon nos attentes et nos besoins. Monsieur Duval, est-ce que votre logement sera adapté? Vous dites que vous ne voudriez pas aller en EHPAD, mais votre logement aujourd'hui, vous le préparez à votre... Alors, c'est vrai qu'on vous aurez besoin. On ne pense pas forcément à la fin de vie, à mon âge et à la fin. C'était une erreur peut-être, mais moi je suis orienté vers le devenir de mes patients avant de penser au mien. Mais l'intérêt, et j'ai vu avec mes propres parents, ma maman elle a 91 ans, et là en fait on a au fur et à mesure, avec le département, avec la municipalité et les professionnels de santé, adapté son logement. On a eu cette chance, elle a cette chance de pouvoir choisir de rester chez elle avec tous les moyens qui sont mis en place. Mais tout le monde n'aura pas cette chance. Le RIAPA va aujourd'hui au domicile des personnes pour faire un répit aux aidants, pour accompagner les personnes s'ils en ont besoin. Il y a des conditions de vie, mais qui sont absolument oui, mais tout le monde aura inadaptées. cette chance si on est capable de travailler ensemble. On l'a dit, il y a suffisamment de professionnels de santé sur le territoire. Il y a des organisations qui se mettent en place. Et justement, c'est pour permettre que tout le monde ait cette chance. Vous savez que l'accès, nous, dans la communauté professionnelle territoriale de santé, la première, c'est l'accès aux soins. Que tout le monde, chacun, ce qu'on disait tout à l'heure au début, qu'il soit à Mafat, qu'il soit à Saint-Denis, qu'il soit au Brûlé ou qu'il soit rue de Paris, ait les mêmes chances, les mêmes possibilités d'avoir accès aux soins. C'est là le grand défi, en fait. C'est que là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Une consultation médicale à temps, c'est important. Mais ici, à domicile, il n'y a pas un minimum d'aménagement. Le médecin peut passer tous les jours, ça ne va pas apporter une solution à la personne. Donc on en revient à la question des moyens, que ce soit pour les EHPAD ou le maintien à domicile. De toute façon, il faut que les choses elles soient mises en place. Juste une petite, avec un peu d'utopie, dans 20 ans, au lieu de construire des EHPAD qui coûtent 15-20 millions, ces enveloppes-là, on les gage et on les dilue pour accompagner à du domicile des travaux, de l'accompagnement sur un certain temps. C'est de l'utopie. Et est-ce que ce virage est pris? Je suis juste en train de rêver, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, construire un EHPAD, ça coûte des millions. Ces millions-là, on les met de côté et on s'en sert justement pour améliorer le parc urbain et puis pendant 20 ans, 30 ans, justement, essayer d'aider et donner aussi des consignes. Si vous achetez un appartement, pas à l'étage ou ces choses-là, des choses, des accompagnements, comme le dit Oksana. C'est vrai que le domicile aujourd'hui, très, très problématique. On peut adapter le domicile, ça c'est important, mais on ne va jamais pouvoir procurer une assistance 24 heures sur 24 à toutes les personnes à domicile. Donc il faudra innover peut-être par des solutions de numérisation des logements, un accès. Il faut innover. Dans l'innovation, on a là récemment demandé, dans le cadre d'un appel à projet, un robot avec de l'intelligence artificielle. Et donc ce robot, c'est pour l'instant, on va dire, une expérimentation posée sur peut accompagner la personne, l'accompagner toute la journée. Alors lui rappeler de prendre ses médicaments, la météo d'aujourd'hui, le sein du jour, les actualités. C'est de l'accompagnement du service, mais aussi il peut détecter une chute. Il peut entendre un message d'appel de la personne et il peut répondre aux questions de la personne avec du chat GPT. Le robot va pouvoir répondre. Il se passe des choses aussi. Donc on est en train d'évoluer aussi. Et sur les dispositifs d'EHPAD hors les murs, on espère pouvoir doter ces chambres, ces équipements-là avec de l'intelligence artificielle. Alors, Monsieur Loisel. Oui, alors je voulais dire un petit mot parce que nous, on lutte contre la solitude et l'isolement. Et on voit qu'il y a vraiment un gouffre entre les gens qui ont la chance de pouvoir continuer les activités sur le pôle senior parce qu'ils peuvent se déplacer, que ce soit à Saint-Denis, Saint-Pierre, partout. Et c'est très, très bien.
que des actions soient faites avec des activités. Quand on peut bouger, quand on peut y aller en voiture, voilà. Mais quand il s'agit de perte d'autonomie, qu'est-ce qui se passe? Et nous, on s'occupe aussi des handicapés, pas seulement des personnes âgées. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate? C'est que nos personnes qui commencent à être en début de handicap, comme il y a une perte faramineuse du bénévolat depuis un certain nombre d'années, eh bien, il nous faudrait des petits minibus qui, ce jour-là, prennent 7, 8 ou 10 personnes âgées, les ramènent dans le centre où on fait des animations, des activités. Parce que les gens, en début de perte d'autonomie, c'est fini, ils sont foutus, ils n'ont plus qu'à regarder le plafond et attendre la mort. Bon, de la même façon qu'en EHPAD, vous disiez tout à l'heure, il y a l'EHPAD, il y a le vieillissement chez soi, mais entre les deux, l'EHPAD peut s'ouvrir, le vieillissement chez soi peut aller vers les institutions et les structures. Et on sait que l'absence de lien social est un facteur de dégradation colossal au niveau de la santé. Donc là, il y a, à mon avis, un gros travail à faire, qui est tout simple. Hein. J'étais intervenu sur RTL il y a quelque temps. Bon, j'ai eu le directeur de cabinet qui m'a téléphoné de M. Melchior, qui m'a dit demander une subvention supplémentaire. Je lui ai dit, mais monsieur, ça ne répond pas à la question. Les minibus ne viendront que s'ils sont complets, s'il y a un certain nombre de personnes et si tout le monde a le GIR machin qui permet d'avoir le financement. Ayez des minibus au niveau du conseil départemental. Et en plus, alors, on leur a fait une sortie l'autre fois au Volcan, et il fallait changer 4 fois de minibus, parce que c'est organisé par les CINOR, CIREST, etc. Donc, 3-4 fois, il fallait que nos handicapés déménagent, aillent dans un autre minibus pour aller au Volcan, et même chose pour le retour. Donc, c'est pas possible, il faut une action au niveau du département. Alors, Madame Mathivelle, pour un mot de conclusion, c'était très intéressant, mais on va devoir... Je voudrais juste dire... Le département, en fait, c'est pour les personnes âgées 230 millions d'euros par an. Il y avait on a des appels à projets, Monsieur Loisel, notamment type conférence des financeurs, qui permettent de financer les minibus pour les associations. 20 000 personnes à domicile, monsieur, j'aimerais beaucoup, mais nous n'aurons pas, nous, les moyens en fait d'organiser cette logistique-là. Et c'est pour ça que je dis qu'on a vraiment la chance de compter sur un territoire associatif important. Les institutions peuvent quelquefois financer, mais on a vraiment besoin d'avoir des associations qui peuvent intervenir, parce que mais on a des dispositifs. On ne demande pas le financement d'un minibus. On demande simplement un samedi par mois que 6 ou 7 ou 8 handicapés physiques, plus ou moins en fauteuil, puissent accéder aux lieux de convivialité qu'on organise dans la zone. Donc vous voyez, c'est à la limite une mise à disposition d'un minibus géré par le conseil départemental et qui serait réparti sur toutes les associations d'handicapés, qui pourraient, un petit peu comme font certaines mairies, ils vont mettre une salle à disposition à tour de rôle pour les différentes associations. Là, c'est la même chose au niveau d'un minibus. On ne réclame pas le coût d'un minibus qu'il faudra après gérer, et ce sera trop compliqué. Oui, mais la compétence de transport n'est pas une compétence qui relève du département. C'est-à-dire le département, en fait, si on doit relever le défi en fait du domicile, de l'établissement et de tout ça, on ne pourra pas tout faire. C'est-à-dire qu'en fait, on ne pourra pas, nous, organiser le transport pour les personnes. On paye déjà le pass loisir, le pass transport à 10 millions d'euros. On va pouvoir difficilement aller au-delà. Un minibus par mois, c'est pas... Oui, monsieur Lodal, monsieur Duval voulait intervenir, et après, c'est vraiment fini, parce qu'il y a un autre débat. C'était simplement pour remettre dans le contexte et remarquer que là, on avait vraiment besoin de l'humain. Et même s'il y a effectivement l'intelligence artificielle qui arrive et les robots, mais c'est remettre de l'humain au cœur de nos débats. Et on voit que les débats, ils sont animés et qu'ils méritent de creuser et d'aller plus loin. Et effectivement, là, on est dans le pragmatisme, dans la proximité. Et simplement pour dire que les budgets, nous, on les a. C'est l'assurance maladie qui finance, ce sont nos cotisations à tous. Et c'est l'assurance maladie qui finance les initiatives des professionnels de santé au sein des CPTS. Donc, on a 1 an pour réussir, 1 an pour montrer que c'est efficace et 1 an pour montrer qu'on est capable de travailler ensemble et de créer des projets et surtout qu'ils soient concrets et acceptés par tous. Merci beaucoup pour cette table ronde très riche. Oui, excusez-moi, si je peux me permettre de rajouter, si des personnes sont intéressées par la cohabitation solidaire, j'ai ramené quelques petits dépliants, je n'ai rien à vendre. Hein. La cotisation, c'est 10 € l'année. Je tiens à le préciser, je suis payé par personne.
Voilà. Hein, donc, Merci, les monsieur personnes qui Loisel. sont intéressées, on essaye de les aider sur le terrain, et en particulier les aidants épuisés, qui aimeraient bien souffler le soir, qui aimeraient bien souffler le week-end, enfin le soir, puisque l'accompagnant, c'est en soirée. Hein, et ils n'auraient plus qu'à se reporter le week-end pour aller voir le Grammont. C'est quand même une aide. Alors, on aurait pu encore en parler 1 heure, hein, parce que je pense que c'est un sujet qui est vraiment très important, mais je suis obligé de couper.